Un après-midi ordinaire. Et pourtant, en quelques secondes, un lieutenant de police se retrouve arrêté sans raison. Ses droits ignorés, ses caméras éteintes. Une injustice qui pourrait arriver à n'importe qui et qui révèle la face cachée du profilage racial. Voici l'histoire choquante de Lucas Moreno. Alex Martin, lieutenant de police expérimenté depuis 17 ans, faisait le plein de sa camionnette après avoir fini ses courses. Il portait des vêtements civils, semblant être un père comme les autres. Soudain, 3 agents fédéraux en tenue tactique et SUV non marqués l'encadrent, exigeant de lui qu'il prouve sa citoyenneté. Malgré son badge officiel et ses papiers parfaitement légitimes, les agents feignent de les accepter avant d'éteindre leur caméra corporelle et de revenir vers lui avec une attitude menaçante. Alex se retrouve isolé, sans témoin autour. Mais sa femme avait suivi son téléphone et alerté son supérieur, ce qui change tout. Dans cette situation tendue, chaque décision compte, et Alex doit rester calme pour protéger sa sécurité et faire respecter ses droits. Sa voix avait changé, plus dure, plus menaçante. « Tu crois que ton insigne te donne un droit ici ?» L'homme serra le tuyau d'essence. « Que fais-tu » demanda le lieutenant Allen, s'avançant avec assurance. « Je voulais montrer mes papiers. » L'homme s'approcha, envahissant l'espace d'Allen. « Peu importe qui tu es, tu n'as pas ta place ici. » Avant qu'Allen ne puisse réagir, l'agent Ramirez attrapa son bras pour l'éloigner du tuyau. Allen tenta de se dégager. « C'est illégal, vous avez vu mon insigne. » L'agent Carter intervint de l'autre côté et tous deux le guidèrent doucement mais fermement vers leur véhicule. Le tuyau tomba, cliquetant sur le béton. « Un insigne ne change rien, » murmura l'homme. Allen, lieutenant de police avec 17 ans d'expérience, tenta de protester. « Vous m'arrêtez sans raison. » Ses mains furent menottées et il fut conduit dans un SUV. Alors que le véhicule s'éloignait, il aperçut son véhicule et ses courses abandonnées. Son téléphone était dans sa poche, mais il ne pouvait pas l'utiliser. À l'arrivée au centre de détention sur Marshall Boulevard, il fut traité comme tout autre détenu. Téléphone, portefeuille, clés et insignes confisqués. Enfermé dans une cellule de béton, Allen demanda un appel téléphonique à plusieurs reprises, mais on lui répondit toujours que le traitement n'était pas terminé. Pendant ce temps, à la maison, sa femme Clara commençait à paniquer après des heures de silence. Elle vérifia la localisation de son téléphone et vit que son mari se trouvait au centre de détention. Elle appela immédiatement le capitaine Morale, ami proche et supérieur d'Allen, qui partit sans attendre pour vérifier la situation. En arrivant, Morale se présenta et demanda à voir Allen, mais les agents nièrent sa présence. Morale montra alors la localisation sur son téléphone. Elle indiquait clairement que le lieutenant Allen se trouvait à l'intérieur. Les agents continuèrent à nier, mais Morale savait qu'il devait agir vite pour résoudre la situation et protéger son officier. « Faites-le sortir maintenant. »« Monsieur, je vous assure, nous n'avons personne sous ce nom, » dit Martinez avec un calme calculé. « Alors expliquez-moi pourquoi son téléphone émet depuis votre bâtiment, » demanda Diaz avec autorité. Martinez haussa les épaules. « Je ne peux pas l'expliquer, mais nous ne l'avons pas. » Diaz se pencha, sa voix devenant froide et menaçante. « Écoutez-moi attentivement. Si vous retenez un de mes officiers sans raison, vous créez un incident fédéral. J'appellerai le FBI, le ministère de la Justice et chaque station de presse pour dire qu'une agence disparaît des citoyens. Maintenant, vérifiez votre système et dites-moi la vérité. » L'assurance de Martinez vacilla. Il regarda vers le couloir où se trouvaient les cellules, puis revint sur Diaz. Le capitaine ne bluffait pas et Martinez le savait. Si cela devenait une histoire médiatique, tout serait exposé. Martinez décrocha son téléphone pour un appel rapide. Diaz observait le changement subtil dans son langage corporel, de la défense à l'incertitude. Après une minute, Martinez raccrocha. « Je vais vérifier avec mon superviseur » dit-il à voix basse. « Peut-être qu'une erreur d'identité. » « Pas une erreur d'identité » coupa Diaz. « Officier Ethan Blake, mon lieutenant, disparu depuis 5 heures. » Martinez disparut dans un bureau. Diaz se tenait à son bureau, les poings serrés. Si quelque chose était arrivé à Blake, chaque personne impliquée paierait. 5 minutes plus tard, Martinez revint avec Alex Rivera. « Capitaine Diaz » dit Rivera avec un masque de neutralité, « il pourrait y avoir eu confusion. Quelqu'un correspondant à la description pourrait être dans la cellule. » Les yeux de Diaz se glacèrent. « Peut-être, vous avez mon lieutenant ou pas ?» Rivera balbutia. « Nous avons arrêté quelqu'un plus tôt aujourd'hui pour suspicion de problèmes administratifs. »
Il a dit être policier, mais nous devions vérifier ses papiers pendant 5 heures. Il vous a montré son badge. Vous auriez pu appeler notre poste en 5 minutes. Au lieu de ça, vous l'avez enfermé et prétendu qu'il n'existait pas, rétorqua Diaz. Rivera resta silencieux. Diaz ordonna, faites-le sortir, maintenant. 20 minutes plus tard, Ethan Blake fut libéré. Ses vêtements civils étaient froissés et sales, ses poignets portaient les marques des menottes trop serrées. 6 heures enfermé pour avoir simplement fait son travail. Lieutenant, ça va? Demanda Diaz. Blake répondit avec une voix ferme, contrôlée. On m'a arrêté à une station-service après avoir montré mon permis et mon badge. Ils ont désactivé leur caméra et m'ont traité comme si je n'étais rien, juste à cause de ma couleur de peau. Diaz fixa Rivera avec une colère froide. Vous avez arrêté un lieutenant de police après avoir vu ses papiers officiels. Un après-midi ordinaire. Et pourtant, en quelques secondes, un lieutenant de police se retrouve arrêté sans raison. Ses droits ignorés, ses caméras éteintes. Une injustice qui pourrait arriver à n'importe qui et qui révèle la face cachée du profilage racial. Voici l'histoire choquante de Lucas Moreno. Alex Martin, lieutenant de police expérimenté depuis 17 ans, faisait le plein de sa camionnette après avoir fini ses courses. Il portait des vêtements civils, semblant être un père comme les autres. Soudain, 3 agents fédéraux en tenue tactique et SUV non marqués l'encadrent, exigeant de lui qu'il prouve sa citoyenneté. Malgré son badge officiel et ses papiers parfaitement légitimes, les agents feignent de les accepter avant d'éteindre leur caméra corporelle et de revenir vers lui avec une attitude menaçante. Alex se retrouve isolé, sans témoin autour. Mais sa femme avait suivi son téléphone et alerté son supérieur, ce qui change tout. Dans cette situation tendue, chaque décision compte, et Alex doit rester calme pour protéger sa sécurité et faire respecter ses droits. Sa voix avait changé, plus dure, plus menaçante. « Tu crois que ton insigne te donne un droit ici ?» L'homme serra le tuyau d'essence. « Que fais-tu » demanda le lieutenant Allen, s'avançant avec assurance. « Je vous ai montré mes papiers. » L'homme s'approcha, envahissant l'espace d'Allen. « Peu importe qui tu es, tu n'as pas ta place ici. » Avant qu'Allen ne puisse réagir, l'agent Ramirez attrapa son bras pour l'éloigner du tuyau. Allen tenta de se dégager. « C'est illégal, vous avez vu mon insigne. » L'agent Carter intervint de l'autre côté et tous deux le guidèrent doucement mais fermement vers leur véhicule. Le tuyau tomba, cliquetant sur le béton. « Un insigne ne change rien, » murmura l'homme. Allen, lieutenant de police avec 17 ans d'expérience, tenta de protester. « Vous m'arrêtez sans raison. » Ses mains furent menottées et il fut conduit dans un SUV. Alors que le véhicule s'éloignait, il aperçut son véhicule et ses courses abandonnées. Son téléphone était dans sa poche, mais il ne pouvait pas l'utiliser. À l'arrivée au centre de détention sur Marshall Boulevard, il fut traité comme tout autre détenu. Téléphone, portefeuille, clés et insignes confisqués. Enfermé dans une cellule de béton, Allen demanda un appel téléphonique à plusieurs reprises, mais on lui répondit toujours que le traitement n'était pas terminé. Pendant ce temps, à la maison, sa femme Clara commençait à paniquer après des heures de silence. Elle vérifia la localisation de son téléphone et vit que son mari se trouvait au centre de détention. Elle appela immédiatement le capitaine Morale, ami proche et supérieur d'Allen, qui partit sans attendre pour vérifier la situation. En arrivant, Morale se présenta et demanda à voir Allen, mais les agents nièrent sa présence. Morale montra alors la localisation sur son téléphone. Elle indiquait clairement que le lieutenant Allen se trouvait à l'intérieur. Les agents continuèrent à nier, mais Morale savait qu'il devait agir vite pour résoudre la situation et protéger son officier. « Faites-le sortir maintenant. »« Monsieur, je vous assure, nous n'avons personne sous ce nom, » dit Martinez avec un calme calculé. « Alors expliquez-moi pourquoi son téléphone émet depuis votre bâtiment, » demanda Diaz avec autorité. Martinez haussa les épaules. « Je ne peux pas l'expliquer, mais nous ne l'avons pas. » Diaz se pencha, sa voix devenant froide et menaçante. « Écoutez-moi attentivement. Si vous retenez un de mes officiers sans raison, vous créez un incident fédéral. J'appellerai le FBI, le ministère de la Justice et chaque station de presse pour dire qu'une agence disparaît des citoyens. Maintenant, vérifiez votre système et dites-moi la vérité. » L'assurance de Martinez vacilla. Il regarda vers le couloir où se trouvaient les cellules, puis revint sur Diaz. Le capitaine ne bluffait pas et Martinez le savait. Si cela devenait une histoire médiatique, tout serait exposé. Martinez décrocha son téléphone pour un appel rapide. «
Diaz observait le changement subtil dans son langage corporel, de la défense à l'incertitude. Après une minute, Martinez raccrocha. « Je vais vérifier avec mon superviseur », dit-il à voix basse. « Peut-être qu'une erreur d'identité. » « Pas une erreur d'identité » coupa Diaz. « Officier Ethan Blake, mon lieutenant, disparu depuis 5 heures. » Martinez disparut dans un bureau. Diaz se tenait à son bureau, les poings serrés. Si quelque chose était arrivé à Blake, chaque personne impliquée paierait. 5 minutes plus tard, Martinez revint avec Alex Rivera. « Capitaine Diaz », dit Rivera avec un masque de neutralité, « il pourrait y avoir eu confusion. Quelqu'un correspondant à la description pourrait être dans la cellule. » Les yeux de Diaz se glacèrent. « Peut-être, vous avez mon lieutenant ou pas ?» Rivera balbutia. « Nous avons arrêté quelqu'un plus tôt aujourd'hui pour suspicion de problèmes administratifs. Il a dit être policier, mais nous devions vérifier ses papiers pendant 5 heures. Il vous a montré son badge. Vous auriez pu appeler notre poste en 5 minutes. Au lieu de ça, vous l'avez enfermé et prétendu qu'il n'existait pas, » rétorqua Diaz. Rivera resta silencieux. Diaz ordonna, « Faites-le sortir, maintenant. » 20 minutes plus tard, Ethan Blake fut libéré. Ses vêtements civils étaient froissés et sales, ses poignets portaient les marques des menottes trop serrées. 6 heures enfermées pour avoir simplement fait son travail. « Lieutenant, ça va ?» demanda Diaz. Blake répondit avec une voix ferme, contrôlée. « On m'a arrêté à une station-service après avoir montré mon permis et mon badge. Ils ont désactivé leur caméra et m'ont traité comme si je n'étais rien, juste à cause de ma couleur de peau. » Diaz fixa Rivera avec une colère froide. « Vous avez arrêté un lieutenant de police après avoir vu ses papiers officiels. » Clara, toujours à ses côtés, créa un réseau de soutien pour les familles des victimes de profilage. Les soirées familiales devinrent des séances de sensibilisation silencieuses pour Lila et Max, où Blake leur expliquait l'importance des droits civiques, de la vigilance et de la résilience. « Vous devez savoir, mes enfants, disait-il doucement, que la justice n'est pas automatique. Elle se défend. Et parfois, il faut du courage pour la réclamer. » Inspiré par son expérience et celui de Lucas Moreno, Alex Blake lança officiellement la Fondation Droit et Dignité. L'objectif était double, soutenir les victimes de détention abusive et de profilage racial, et militer pour des réformes nationales. Programme d'assistance juridique. La Fondation fournissait un accès gratuit à des avocats spécialisés pour les citoyens victimes de violations de leurs droits. Campagne de sensibilisation. Organisation de conférences publiques, ateliers dans les écoles et séminaires pour les forces de l'ordre sur les biais raciaux et les droits civiques. Surveillance citoyenne des forces de l'ordre. Développement d'une application pour signaler et documenter tout abus, avec protection de l'anonymat des témoins. Rapidement, plus de 200 victimes furent aidées à travers le pays. La Fondation devint un symbole d'espoir et un exemple concret de la manière dont un individu pouvait transformer une expérience traumatisante en changement social. Le scandale força le Congrès à légiférer. Caméras corporelles obligatoires. Les agents fédéraux et locaux ne pouvaient plus éteindre leurs caméras pendant les interventions. Formation sur les biais raciaux et sociaux. Obligatoire pour tous les officiers fédéraux, incluant des ateliers pratiques et des mises en situation. Supervision civile indépendante. Création de comités citoyens ayant accès aux plaintes et aux enquêtes internes. Procédure d'arrestation et de détention revue. Obligation de notifier immédiatement les supérieurs et de documenter tout contrôle de citoyens avec badge ou pièce d'identité valide. Ces réformes mirent plusieurs mois à se mettre en place, mais elles changèrent progressivement la culture au sein des agences fédérales et locales. L'histoire d'Alex Blake et de Lucas Moreno fit le tour du pays. Des conférences TED, des documentaires et des interviews télévisées relatèrent l'incident et les réformes qui en découlèrent. Blake devint une figure emblématique de la lutte contre le profilage racial et les abus de pouvoir, mais il resta humble, insistant sur le fait que ce n'était pas sa gloire personnelle, mais la voix de milliers de victimes qui comptait. Alex Blake, Clara, leurs enfants et tous ceux qui avaient été affectés par l'incident comprirent que la véritable justice exigeait vigilance, courage et solidarité. Leur combat montra que même face à un système biaisé et oppressant, la persévérance et la mobilisation citoyenne pouvaient transformer l'injustice en réformes concrètes et durables. Blake termina souvent ses interventions publiques par cette phrase. « La peur peut nous paralyser, l'indignation peut nous aveugler. Mais le courage, lui, peut changer le monde. » Et à chaque appel reçu par la Fondation,
Chaque histoire d'injustice transformée en victoire, Blake savait que le combat en valait la peine. Il ne s'agissait pas seulement de lui, mais de tous ceux dont les droits avaient été bafoués et qui n'avaient jamais eu la chance de se faire entendre.